je sais, tu ne Un vois pas bouton. la, Ça y la est, séparation. Ah, d'accord. ça y est, Ok. nous sommes en direct, Sophie. Du coup, avant juste de te dire, je te dis quand même bonjour, mais avant de faire cette 9e interview, j'accueille le public qui est aujourd'hui avec nous. Je ne sais pas qui il y aura. Et de toute façon, si vous êtes avec nous en direct, n'oubliez pas le petit hashtag replay pour poser toutes vos questions, vos remarques et vos commentaires. Parce qu'aujourd'hui, je vous retrouve pour la 9e et avant-dernière interview de tonalité, histoire de création de liens, parce que, oui, je vois tes grands yeux, Sophie, et je t'explique ça dans une seconde. C'est parce que je vais remixer un petit peu le concept. Donc, je n'arrête pas les interviews, mais je vais apporter quelque chose de nouveau à ce concept-là pour l'emmener un petit peu plus loin et voir ce que ça va donner. Donc, c'est pour ça que je dis c'est une première série d'interviews de 10 épisodes, parce que la semaine prochaine, je retrouverai Diane pour la 10e dernière interview. Mais aujourd'hui, je suis avec toi, Sophie, pour notre 9e interview. Et, comme tu le sais déjà, dans cette série d'interviews tonalité histoire de création de liens, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la manière dont les personnes venant de tout horizon mettent en place des stratégies qui leur permettent de connecter avec des personnes, qui leur permettent de créer du lien, de parler aussi d'eux et de leur business. Et j'ai envie de savoir comment toi tu fais le business, comment tu vois la communication, le marketing, comment tu vois la communication, on va en parler parce que c'est ton sujet, Dada. J'ai l'impression, oui, non, c'est pas une impression, on le sait et on va en savoir plus dans un instant. En tout cas, merci Sophie d'avoir accepté d'être avec moi pour cette interview et je te redis bonjour et bienvenue. Mais bonjour Alexandra, merci, je suis contente d'avoir pu me connecter. Alors d'abord, merci de m'accueillir parce que c'est vrai qu'on a parlé de cette interview il y a des mois de ça, puis on a fixé la date il y a des semaines de ça, et on y est, et je me suis vraiment fait la réflexion hier. Et donc, merci de me mettre en lumière quelque part et de considérer que je peux faire partie des membres que tu interviews dans cette approche de faire du lien et de communication. Effectivement, mon petit dada. Yes, ben, merci à toi d'avoir accepté parce que c'est pas tout le monde, parce que comme je t'ai prévenu, cet exercice de l'interview, d'un sens, comme tu dis, ça met en lumière les personnes, mais de l'autre, ça peut peut-être révéler des choses qui jusqu'à présent étaient cachées. Et tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec ce concept-là. En tout cas, merci à toi d'avoir accepté. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, parce que moi je te connais déjà, avec Sophie, on travaille ensemble sur son manuscrit, et qui va devenir un futur best-seller, hein, bientôt. Moi, je le sais très bien. Mais juste avant que tu te présentes, j'aimerais dire, parce que j'aime bien savoir comment je fais les rencontres. Et tu vas me dire si on a la même histoire. Sophie, moi, je l'ai rencontrée, ça fait quoi? Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Un petit peu plus d'un an. Je l'ai rencontrée via, un peu comme Ségolène, hein, que j'avais interviewé aussi. En fait, il y a Lucas Beguin qui a organisé un sommet des entrepreneurs optimistes, donc une série de conférences en ligne. Et on avait le choix après de poursuivre l'aventure pour pouvoir mettre en place une communication sur les réseaux sociaux notamment. Entre autres, il y avait aussi des coachings de groupe. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Sophie. Donc, ensuite, on a pu échanger parce qu'on a continué à échanger. Il y a eu des moments où il n'y avait plus forcément de communication, mais nous avons renoué pour former un groupe mastermind. Je rigole parce que dans lesquels je suis partie il y a quelques jours. Mais en tout cas, nous avons formé un groupe mastermind, donc avec des entrepreneurs qui avaient assisté à cette, on va dire, formation coaching, je ne sais pas trop comment l'appeler, mais cette semaine en tout cas, tous ensemble pour réfléchir à notre année 2021 à l'époque. Et du coup, on a continué dans ce mastermind où là, c'était vraiment du soutien entre entrepreneuses, parce qu'on n'était que des femmes réunies dans ce cercle privilégié. Et ensuite, nous avons poursuivi parce que Sophie est venue à un moment donné avec une requête. Elle avait déjà préparé son coup, je crois. Elle est venue avec la requête suivante. J'ai un manuscrit et je veux que tu m'aides à le structurer et à l'auto-publier. À ce moment-là, on était entre édition et auto-édition. Mais Sophie était déjà très déterminée. Alors, le manuscrit, c'est rare hein, d'avoir des personnes déjà qui sont prêtes, j'ai envie de dire, parce que le manuscrit est déjà écrit. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus en te présentant, comment tu as envie de te présenter, et de nous en dire un petit peu plus déjà sur ce manuscrit? Alors, bon, donc je confirme effectivement que c'est comme ça que nous nous sommes rencontrés, grâce à Lucas Beguin.
Et je vais insister sur un petit détail qui a beaucoup d'importance pour moi, en tout cas, c'est qu'à travers le groupe de femmes que nous avons littéralement continué à voir, puisqu'on a décidé de continuer ce chemin fait pendant quelques semaines avec Lucas ensemble en créant ce mastermind, où finalement on a vu que des femmes se retrouver, c'est que j'ai toujours apprécié cette petite pépite d'énergie que tu représentes constamment, par ton sourire, par ton enthousiasme. Et c'est vrai que ça résonne chez moi. J'ai besoin, et je suis beaucoup plus attirée par des gens qui ont du positivisme et qui sont des pépites d'énergie parce que ça m'enthousiasme et je peux transmettre quelque part la même chose puisque c'est quelque chose que je trouve est pleinement intégré chez moi. Je suis très positive et je cherche à le rester. C'est vraiment un mindset que j'ai développé avec le temps et je me suis rendu compte ces dernières années que malgré toute la difficulté du Covid, et nous avons tous nos expériences par rapport à ça, j'ai pu rester dans ce mindset positif. Donc, j'ai vraiment été attirée par ton énergie et effectivement, nous avons eu l'occasion d'échanger. Et à un certain moment, je me suis rendu compte que oui, j'avais un livre. Oh, je suis désolée, un petit appel, je vais couper tout ça. J'avais un livre qui était prêt quelque part. Bon, maintenant, je me rends compte qu'il n'était pas tout à fait prêt. Hein, on va être honnête. Il y avait encore quand même du boulot. Et je me suis dit que j'ai l'habitude de toujours tout faire toute seule et d'apprendre au fur et à mesure énormément de choses. Je sais que c'est un grand défaut chez moi, je l'ai compris il y a quelques années, que je dois apprendre à demander de l'aide. Et je me suis dit non, je ne peux pas faire ce chemin toute seule, j'ai besoin d'être guidée. Tu nous avais expliqué ton soutien par rapport aux artistes, à leur parcours et au fait de les révéler. Et du coup, voilà, je t'ai contacté en me disant, est-ce que tu es capable de pouvoir m'accompagner parce que je veux faire de l'auto-édition, parce que je ne me voyais pas dans ma situation actuelle essayer de passer par une maison d'édition, parce qu'il faut savoir que je ne suis belge, que toi tu es basé en Belgique, mais que moi je ne suis pas en Belgique. Moi je suis en Bulgarie, ce qui rend mon interaction super agréable parce que vive Internet et vive le online, mais par contre commencer à devoir envisager des démarches qui me demanderaient de devoir revenir en Belgique éventuellement avec ce Covid, tout se compliquait et donc j'ai préféré continuer dans la voie que je me suis tracée qui est l'auto-édition. Voilà pourquoi tu es là pour m'accompagner et tu as été une aide vraiment extraordinairement précieuse dans tout ce processus. Non, non, vraiment. Merci beaucoup, qui n'est pas totalement terminé. Hein. Nous avons On arrive au bout tout doucement. Voilà, mais en tout cas, on a bien progressé parce que oui, je rappelle pour nos téléspectateurs, parce que je vois qu'il y a 4 personnes qui nous regardent en direct, Sophie adore un mot en particulier, en tout cas, c'est un de ses mots préférés, qui est le mot progresser. Et de ce que je connais en tout cas de ton histoire, parce qu'on en a parlé aussi de ce qui t'avait amené à la communication, tu m'as confié que ce mot-là, il avait toute sa résonance parce que, mais je crois que je vais te laisser raconter comme comment on est venu à aimer la communication. Ça sera mieux avec tes mots. Vous allez tous comprendre. Alors, il y a 2 histoires dont nous avons parlé, Alexandra et moi, qui me viennent à l'esprit. Et donc, la première histoire, c'est l'histoire sur la communication. Donc, en fait, le livre que je vais sortir dans les prochaines semaines s'appelle « Oser partager » et ça se cible sur un premier thème qui est la communication. Alors, tout en fait, dans ma tête, s'est déclenché quand j'étais enceinte de ma première fille. Un jour, parce que je lisais énormément, parce que je me questionnais énormément sur l'éducation et sur la manière dont j'allais gérer cette situation qui, je le reconnais honnêtement, me faisait très très peur, j'ai ressenti quelque chose qui était, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés que nous allons rencontrer, je veux pouvoir maintenir la communication ouverte avec mes enfants. Alors, quelque part, c'est un déclencheur. Ensuite, se sont suivies énormément de choses. Quand ma fille aînée avait 4 ans, parce que j'étais vraiment désemparée par rapport à l'éducation, parce que j'avais très peur de mes réactions, j'ai décidé de suivre une formation qui était donnée par une pédagogue formée à la méthode de Thomas Gordon, qui est un psychologue américain, qui a écrit un livre, certains le connaissent peut-être, qui s'appelle « Parents efficaces ».
C'est un bouquin qui est toujours tout à fait à jour, même s'il a été écrit au début des années 60. Et dans ce livre, en fait, il y a 3 méthodologies qu'il suit à travers le principe d'éducation des enfants. Et il y a une clé qui s'appelle l'écoute active, que moi j'ai découvert à ce moment-là. Alors, on a eu le temps de pratiquer l'écoute active. La pédagogue nous a accompagnés pendant 3 mois pour nous former. Puis moi, je me suis mis à l'utiliser extrêmement rapidement dans le cadre professionnel parce que je me rendais compte que je n'avais pas de difficulté à pouvoir le mettre en pratique. Et en fait, quelque part, c'était un outil qui me permettait d'approfondir quelque chose que j'avais naturellement en moi, la capacité d'écouter les autres. Et voilà, ça fait maintenant presque 30 ans que je pratique l'écoute active. J'ai pu approfondir l'écoute active et me rendre compte d'une force extraordinaire qu'elle te donne, c'est qu'elle te permet d'apprendre à écouter les gens pour les entendre, pas pour leur répondre, ce qui est un mécanisme que nous avons dans notre communication constamment. Et en faisant ça, j'ai aussi pris conscience qu'accompagner des gens qui sont dans des difficultés, ce n'est pas leur donner des solutions, c'est leur laisser trouver leurs solutions. Oui, les accompagner en leur posant des bonnes questions, oui, les accompagner en leur donnant une certaine perspective par rapport aux choses. Et effectivement, à travers les, je dirais presque 15 dernières années, de façon tout à fait bénévole, j'ai accompagné surtout des jeunes adultes parce que j'ai été dans les mouvements de jeunesse pendant 12 ans à peu près, oui. J'ai d'abord été chef d'unité dans l'unité de mes enfants, donc j'étais en contact avec des jeunes en permanence, puis je suis devenue présidente des guides pendant 5 ans, ce qui a fait que j'ai continué à être en permanence en contact avec des bénévoles de différents âges, parce qu'il y a beaucoup de parents, mais il y a aussi énormément de jeunes. Et j'adore le dialogue que cela permet quand on est capable d'écouter ce qu'ils ont à dire. Si le principe, c'est de venir dans une réunion pour écouter les gens et leur imposer son avis, ça ne sert à rien. Mais par contre, oser se dire que peut-être on n'a pas la meilleure approche ou peut-être qu'on a mal compris quelque chose et qu'il est nécessaire d'engendrer un dialogue où on va pouvoir écouter, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment appris à faire. Et je pense que cette compréhension de l'écoute et tout ce qu'elle apporte, tout ce qu'elle a enrichi dans la connaissance que j'apprends en écoutant ce que les autres me confient, me racontent, m'apprennent quelque part, mais d'abord m'a rendu riche de beaucoup plus de connaissances, de beaucoup plus de compréhension, de beaucoup plus d'humilité aussi, parce que ça fait vraiment partie de mon parcours. Et je pense que de ce fait-là, j'ai envie quelque part de pouvoir quelque part rendre, de pouvoir partager ce que j'ai pu apprendre par rapport à ça. Et c'est un petit peu pour ça que quelque part j'ai décidé d'écrire ce livre, parce que oui, je questionne énormément et je critique énormément la manière dont nous communiquons. Je fais moi les efforts nécessaires pour changer ma communication, pour me changer moi. Alors, je sais que ce que ça m'a apporté, c'est d'apprendre à avoir une confiance en moi que je n'avais, mais vraiment pas avant, d'arrêter d'avoir des complexes, parce que j'en ai eu énormément aussi. Alors, j'ai développé cette confiance en moi. Je sais maintenant ce qui est important pour moi, ce qui fait que je peux traverser des situations hyper difficiles en restant calme et capable d'écouter. Et ça, je pense que c'est vraiment un cadeau extraordinaire que j'ai reçu en allant faire cette fameuse formation en pédagogie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben voilà, j'essaye de le partager dans mes relations avec toutes les personnes avec lesquelles je suis en contact et avec mes enfants, qui sont bien entendu les 2 adultes avec lesquels je teste ou je me fais tester en permanence. Mais je me rends compte de la richesse de nos relations. Je me rends compte de ma capacité aussi à quelque part vivre avec mon mari, qui est quand même avec moi depuis plus de 36 ans, et d'arriver toujours à trouver cette sérénité. La vie de couple est quelque chose de très difficile. C'est pas du tout un long fleuve tranquille. Éduquer des enfants non plus. Mais je trouve qu'on est riche quand on arrive à pouvoir se rendre compte de toutes ces victoires et de tout ce qu'on peut accomplir. Donc oui, la communication a commencé là.
Et je terminerai par un autre élément, et ça, c'est toi qui m'en a fait prendre conscience le jour où tu m'as bêtement posé une question et que je t'ai répondu. Il y a eu un événement très, très important dans ma vie qui était petit à ce moment-là, mais qui a eu un impact gigantesque. Quand j'avais à peu près 31 ans, j'ai suivi une thérapie. Et la thérapeute ne m'a jamais expliqué la méthode qu'elle utilisait, mais elle avait une méthode que je considérais être une espèce de méthode de relaxation. Elle me faisait essayer de me déconnecter de mon cerveau pour me connecter à mes émotions. Et un jour, sans me prévenir, elle m'a fait faire un parcours. Et ce parcours était, tu as 6 ans, où es-tu, comment te sens-tu? Tu as 12 ans, où es-tu, comment te sens-tu? Tu as 30 ans, c'est-à-dire l'âge que j'avais, où es-tu, comment te sens-tu? Et la dernière question fut, tu es plus loin dans ta vie, où es-tu, comment te sens-tu? Et je me suis vue à 82 ans et je me suis mise à pleurer parce que je me suis rendu compte que ce que je ressentais, c'est j'ai passé toute ma vie à faire ce qu'on m'a dit de faire et pas ce que je voulais faire. Et ce truc qui a été extraordinairement violent parce que j'aime pas ces projections, je suis pas quelqu'un qui aime toutes les projections dans l'avenir, etc. Je vis plus dans le présent, m'a d'abord choqué énormément et en plus, mais d'un autre côté, en fait, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose d'essentiel. C'est qu'il fallait que je me connecte à moi, il fallait que je sache ce que je voulais et il fallait que je puisse prendre cette route pour aller vers des choses qui m'inspirent, des choses qui me rendent heureuse et de pouvoir progresser vers une vie où je pourrais un jour, sur mon lit de mort, et j'espère un jour avoir le courage de me le faire tatouer parce que ça fait 5 ans que je dis que je vais le faire, de pouvoir dire je n'ai pas de regrets, je n'ai que des souvenirs. Donc voilà. Yes. Il n'y a plus qu'à choisir un salon pour te faire tatouer, Sophie. Mais ma fille aînée sait déjà où je dois aller. C'est juste que pour le moment, je dis que je vais le faire. Et puis, bon, il y a eu le Covid ces 2 dernières années, donc c'était un peu difficile aussi. Hein. Mais bon, c'est vrai que je voudrais bien arrêter de le dire et pouvoir le faire. Ok, donc c'est programmé pour. D'accord, Alexandra, bien. Je me suis piégée moi-même. Ok, pas de problème. Mais merci beaucoup pour ce résumé très, très structuré, hein, parce que c'est le deuxième mot préféré de Sophie, hein, la structure. Et on comprend bien en tout cas ce qui t'a amené à t'intéresser à la communication et ensuite à continuer à apprendre dans ce domaine, parce que c'est une chose de s'intéresser, tu aurais très bien pu arrêter à ce moment-là. Et là, tu me dis que tu as fait le choix aussi de continuer vers ce chemin où tu avais envie de te former à davantage d'outils, mais en fait, c'est juste peut-être donner de l'ampleur à ce que tu avais déjà, parce que tu nous as dit que ça résonnait déjà à l'intérieur de toi, cette partie de l'écoute active, cette partie de vouloir aussi aider l'autre et transmettre parce que tu aimes partager. Et d'ailleurs, ça se ressent dans le titre, hein, même de la collection, en tout cas, de ce que tu as envie de nous partager dans le livre, Oser partager. Et quand tu as fait le choix, toi, de oser partager, justement, est-ce que tu peux me dire à quoi, quel prix tu as payé? Aussi bien des prix, genre les récompenses, mais les prix aussi lourds que tu as dû peut-être affronter sur le chemin, qui n'est pas encore terminé parce que c'est une progression. Hein. Mais quel prix tu en retires de tout ça, de ce choix de suivre ce chemin? Alors, c'est une très, très vaste question. Donc, je vais te dire ce qui me passe par la tête quand tu me parles de ça. Ouais. Bien sûr, chaque cheminement va être un moment de succès qui est parsemé d'échecs. Je ne suis pas quelqu'un qui suis parfaite. J'ai créé des outils pour pouvoir vraiment gérer la communication à travers une compréhension de où est-ce que je suis, est-ce que je peux vraiment rentrer en communication avec quelqu'un ou est-ce que c'est impossible? Parce qu'il est clair que pour moi, il y a des espaces où la communication est possible et d'autres où elle est impossible. Donc, j'ai appris à accepter que d'abord, je ne contrôle personne. Donc, si quelqu'un n'est pas en capacité de rentrer en communication avec moi, je ne peux pas le forcer à le faire. Donc, je peux, moi, avoir un comportement qui soit bienveillant, honnête. J'ai appris à être vulnérable. Alors, je vais utiliser ce terme
qui n'est pas inspiré de la langue française, mais qui est inspiré de la langue anglaise, parce qu'il faut savoir que moi, je me forme d'abord et avant tout aux États-Unis, pas du tout en France. Et la vulnérabilité, c'est la capacité de dire honnêtement ce que l'on ressent et de pouvoir non pas exprimer des grands principes, mais d'exprimer ce qu'on éprouve. Et c'est quelque chose qui est très difficile à faire parce qu'en étant vulnérable, on devient fragile. Donc, on devient facilement manipulable. Enfin, pas manipulable, mais en tout cas, les gens peuvent utiliser cette honnêteté, cette fragilité, et elle peut éventuellement se retourner contre soi. J'en ai fait l'expérience. J'ai vécu des situations de manipulation, j'ai vécu des situations de harcèlement et professionnel aussi. Mais le principe, c'est qu'aujourd'hui, je suis consciente de cela. J'ai appris à les identifier. Et quelque part, mon parcours d'apprentissage en communication, mon parcours m'a permis de me rendre compte qu'il y a moyen d'apprendre, de se rendre compte, de vivre des expériences négatives et pourtant de pouvoir avancer. Que ça ne m'arrête pas dans mon parcours. Et donc, je suis arrivée au stade où j'ai été confrontée à certaines situations violentes, que ce soit des gens qui se fâchent, qui m'agressent, qui m'insultent. Je veux dire, j'ai vécu des situations comme celle-là, dans le cadre professionnel aussi, parce que voilà, malheureusement, dans certaines positions, il y a des gens qui n'ont pas de scrupules à t'agresser, qui ne se questionnent pas, eux, sur les raisons de leur motivation et qui sont absolument convaincus d'avoir raison. Et donc, je me suis rendu compte que d'avoir cet ancrage et d'avoir appris à accepter cela, que ça fait partie de la relation humaine, j'ai pu être capable de toujours me mettre dans cette position d'écoute et de pouvoir me dire, parce que, et c'est deux choses que je lis toujours, écoute et humilité, parce que toute attaque a toujours un fond de quelque chose. Si quelqu'un me dit des choses que je considère être des insultes, peut-être que effectivement j'ai fait quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte à ce moment-là, qui a eu un impact plus important que ce que je ne pouvais imaginer. Et c'est aussi à moi de pouvoir me remettre en question et de pouvoir me dire comment est-ce que je peux corriger cette situation, qu'est-ce que je peux changer dans mon attitude, qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à la difficulté dans laquelle on est. Alors, tu le sais parce que tu connais le contenu du livre, il y a un des principes de Thomas Gordon qui est la résolution de conflits sans perdant. C'est une méthodologie. D'ailleurs, il y a moyen de voir ce que c'est parce que je l'ai publié dans une des vidéos de la chaîne YouTube Oser partager, puisque ça fait plus d'1 an maintenant que je publie toutes les semaines une vidéo sur une thématique liée à la communication. Et c'est en fait ça que je vais faire. C'est dans la mesure où j'ai la capacité de pouvoir le faire, et j'ai bien dit la capacité de pouvoir le faire. C'est-à-dire que les gens qui sont avec moi sont d'accord de rentrer en dialogue pour essayer de trouver une solution où tout le monde soit satisfait. Et j'ai bien dit une solution où tout le monde soit satisfait. Donc, ce n'est pas un compromis. Parce que malheureusement, dans les compromis, il y a toujours le fait qu'on doive lâcher prise ou accepter de ne pas être satisfait pleinement. Et donc, je sais que dans certaines situations, les personnes qui sont face à toi ne sont pas d'accord de rentrer dans ces communications. Cet espace de dialogue, il est inaccessible parce qu'il n'y a pas de position où l'échange est accepté par l'autre. L'autre reste dans sa position et dans sa posture. Il considère qu'il a raison, qu'il n'a pas à devoir échanger. Il impose quelque part sa manière de voir les choses. Et ça ferme complètement la possibilité de dialogue. Donc, j'ai appris aussi ça. J'ai appris à respecter cette volonté chez les autres. Chacun est convaincu par certaines choses et je sais que si tu n'as pas la force et l'humilité de savoir te remettre en question, c'est plus difficile de pouvoir à un certain moment rentrer en dialogue. C'est pour ça que j'insiste toujours sur cette posture. Alors, je vais introduire ici, et j'en profite pour le faire, juste comme ça aide les gens qui écouteront la vidéo, de bien comprendre qu'il y a quelque chose derrière ça, qui s'appelle ce qu'on appelle en anglais le growth mindset. Alors,
C'est un concept que j'ai approfondi grâce à une scientifique américaine qui est à la tête de la subdivision de psychologie à Princeton University et qui a écrit un livre après 30 ans de recherche qui s'appelle en français Oser réussir ou Mindset, parce qu'ils ont révisé l'édition et je ne sais plus trop quel est le titre du livre. Elle s'appelle Carol Dweck et elle a écrit en fait un principe qui veut qu'elle a analysé sur 30 ans et qu'elle considère qu'il y a deux types de personnalités. Il y a ce qu'elle appelle les fixed mindset, c'est-à-dire les gens qui ont un état d'esprit fixe, et les growth mindset, les états d'esprit évolutifs. Alors, j'ai la chance d'être dans les états d'esprit évolutifs, parce que je considère que c'est une chance, c'est-à-dire je suis extraordinairement curieuse, j'ai envie d'apprendre tous les jours et je suis capable de me remettre en question. Et je l'ai appris par une formation que j'ai suivie aux États-Unis avec Dean Graziosi, un principe que je trouve remarquable et que j'essaye de disséminer un maximum, qui est un échec n'est jamais une fin en soi. Un échec, c'est juste une étape à franchir sur la route vers la maîtrise. Ça c'est vraiment, vraiment clé. Et donc, dans l'état de growth mindset, donc de cet état esprit d'évolution, le principe, c'est de se dire, OK, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas fonctionné cette fois-ci, mais ce n'est pas grave, je vais continuer, je vais apprendre, je vais essayer d'évoluer, de m'adapter et de voir comment je peux améliorer cette situation. Par contre, dans l'état d'esprit fixe, à un certain moment, la personne considère qu'elle sait et qu'elle a suffisamment de structure autour d'elle que pour considérer qu'elle reste dans ce postulat. Malheureusement, la possibilité de communication avec ces personnes-là est souvent beaucoup plus compliquée parce qu'en fait, ils sont tellement pris par le postulat dans lequel ils sont que quelque part, ils se sentent déstabilisés quand on arrive avec un autre postulat, quand on veut pouvoir entrer en dialogue pour questionner éventuellement leur position. Et donc, les conflits sont plus compliqués ou en tout cas, le dialogue est beaucoup moins facile. Maintenant, effectivement, quand on est face à quelqu'un qui cherche à s'améliorer, qui cherche à se questionner, qui a envie, comme moi, de progresser, eh bien, ce sont des gens qui vont avoir cet état d'esprit, qui vont se remettre en question parce que ça viendra naturellement chez eux et qui vont probablement aussi augmenter ou en tout cas approfondir leur humilité parce que quelque part, se questionner, c'est avoir l'humilité de se dire « je ne suis pas parfaite, je peux encore m'améliorer » et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer, tendre vers quelque chose que je veux pouvoir avoir ou obtenir, une personne vers qui, que j'admire, je veux tendre à pouvoir être comme cette personne, un mentor éventuellement, ou simplement décider, j'ai envie d'avoir une vie bienveillante avec les gens, j'ai envie de pouvoir entrer en relation avec eux en gardant ce principe de bienveillance, et qu'est-ce que ça va engendrer, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer. Voilà un petit peu le parcours éventuellement qu'on fait et les différents défis qu'on doit relever. Alors, c'est clair qu'à 20 ans, je n'étais absolument pas comme ça. Je n'avais pas du tout cette compréhension des choses. Moi, c'est vraiment un processus qui s'est fait à travers l'éducation que j'ai donnée à mes enfants, les questions que je me suis posées de ce que je ne voulais pas récupérer, reproduire, des difficultés que j'ai traversées, parce que je n'ai pas tout géré parfaitement du tout. C'est le fait de pouvoir entrer en dialogue avec mes enfants qui me défient quelque part et me questionner sur comment est-ce qu'on peut changer les choses, qu'est-ce que ça veut dire, mes enfants sont devenus des adultes, comment est-ce que je dois apprendre à vivre avec elles, parce que ce ne sont plus des enfants, donc elles n'attendent plus de moi de leur expliquer vers où elles doivent aller ou peut-être de leur dire ce qu'elles doivent faire. C'est bien loin d'être le cas. Ça demande à moi, en tant que parent aussi, de changer complètement mon attitude. Et du coup, quelque part, en vivant ces différentes expériences, j'ai pu comprendre que de chaque environnement dans lequel on se trouve, privé ou professionnel, on va devoir s'adapter quelque part dans le respect de l'autre par rapport à sa réalité. Et plus on sera ouvert et respectueux par rapport à cela, plus cette communication va pouvoir se faire parce que l'autre ne se sentira pas menacé par moi qui arrive en disant je sais, je m'impose et je ne suis absolument pas ouverte à l'écoute que je devrais avoir vis-à-vis de l'autre, quoi. Donc ça, ce sont vraiment les moteurs. Et je le redis encore, c'est vraiment essentiel chez moi, c'est que quelque part, ça m'a vraiment permis d'apprendre
à avoir beaucoup plus confiance en moi. Et plus j'ai confiance en moi, et plus je suis capable de faire face à des situations qui, j'en suis certaine, il y a 10 ans, m'auraient complètement déstabilisée, ou il y a 20 ans. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est un acquis extraordinaire. Waouh! Je vais tenter une brève reformulation avant de te demander, mais tu peux déjà y réfléchir. Je me demandais, est-ce que selon toi, il y a, donc dans ta stratégie, j'ai l'impression qu'il y a d'abord cet apprentissage de l'écoute active, donc un outil qui t'a fortement marqué de ce que tu nous dis, et qu'il y a toutes les subtilités, toutes les nuances qui existent dans l'écoute active aussi. Ça te permet d'avoir une phase d'observation. Est-ce que la personne, je peux entrer en dialogue avec elle? Est-ce qu'elle est capable aussi, dans l'autre partie de la stratégie, est-ce qu'elle est capable de se remettre en question et c'est de l'accompagner, peut-être à voir sa position, parce que tu nous parlais de growth mindset, alors je n'ai pas le même accent que toi, hein, de growth mindset et de fixed mindset. Donc, c'est là que tu peux déterminer, si je comprends bien, est-ce que le dialogue peut se faire, est-ce que la remise en question derrière, elle peut se faire aussi, ou est-ce qu'il y a autre chose, peut-être une autre approche, et peut-être que tu as d'autres approches à ce moment-là. Et tu nous disais aussi que viser vers la maîtrise, hein, tu nous as partagé cette belle, par rapport à l'échec, cette belle, belle philosophie, hein, si je peux appeler ça comme ça, cette belle philosophie de vie, en tout cas par rapport à l'échec, qui est une constante amélioration vers cette maîtrise-là. Tu dirais que à l'heure d'aujourd'hui, parce que l'avantage que tu as aussi dans ce que tu nous as partagé, donc quand je te demandais les prix à payer et le prix à recevoir quelque part aussi, hein, il y a tous les moteurs qui se sont réveillés chez toi et que tu as pu amplifier aussi grâce aux outils, grâce à ce choix héroïque, j'ai envie de dire, de suivre vraiment ta voix, hein, ta communication et t'exprimer librement. Et il y a toute cette partie où, ben, vers ce chemin-là, il y a eu des personnes qui n'étaient pas forcément bien intentionnées. Il y a eu aussi du harcèlement, il y a eu des cas d'agression. Donc, c'est pas un chemin tranquille non plus, j'ai envie de dire. Mais parfois, quand on suit aussi son propre chemin et sa voie, on peut avoir des obstacles comme ça. Mais en tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que ces obstacles qui, a priori, peuvent sembler insurmontables, parce que quand on est dans un cas d'agression ou d'harcèlement, parfois, on ne sait pas trop comment réagir. Mais toi, tu as eu cette distance-là qui t'a permis, j'ai l'impression, de pouvoir distancier, attends, cette personne, tu vois, par rapport à ce que la personne peut te dire, de ne pas le prendre personnellement aussi et de distinguer les plans. Tu vois, comme s'il y avait plusieurs dimensions dans la communication et que tu as cette capacité à voir ça aussi. En fait, je pense que l'écoute active m'a appris à faire quelque chose d'extrêmement puissant quand tu es dans une situation difficile, c'est de savoir distinguer le fond de la forme. Alors, c'est quoi? On va prendre un cas très simple. Quelqu'un est fâché, quelqu'un est en colère et t'agresse et commence à te raconter plein de choses, t'accuser de plein de choses. En fait, la plupart du temps, et c'est ça le problème, c'est que les gens se focalisent sur la forme, c'est-à-dire la colère, le fait que la personne n'est probablement pas bienveillante, éventuellement l'utilisation de certains vocabulaires plus agressifs, etc. Mais peut-être que en dessous de cette colère, dans ce qui est dit, il y a quelque chose qui a un fond. Et en fait, à partir du moment où tu sais rester calme, ne pas prendre la colère comme une agression vis-à-vis de toi-même, mais prendre la colère comme l'état que la personne ressent. Et donc à ce moment-là, c'est déjà complètement différent parce que la colère, ce n'est pas toi qui la ressens, c'est la personne qui l'exprime. Mais par contre, si tu es capable de pouvoir écouter ce qui est dit à travers cette colère et de pouvoir te rendre compte qu'il y a peut-être un fond, qu'il y a peut-être des choses qui sont dites qui sont légitimes, voire d'autres qui ne le sont pas du tout, à ce moment-là, tu ne rentres pas dans ce jeu de colère. Parce que la plupart du temps, et je l'ai fait des milliers de fois, hein, donc je parle par expérience aussi, il m'a fallu très longtemps pour comprendre combien la colère ne sert à rien et combien derrière cette colère, il y a peut-être un fond, mais quand tu te mets en colère, quand tu rentres dedans, tu n'es plus capable d'entendre. La seule chose sur laquelle tu te focalises, c'est la réponse que tu vas donner à l'attaque que tu subis. C'est pour ça que je dis écouter pour apprendre à entendre et pas pour répondre. Tandis que quand tu te mets dans cette posture et que tu te dis, OK, la personne est en colère, est-ce que moi j'ai besoin de l'être aussi? Essayons de rester neutre, essayons de faire, je dis toujours, un pas en arrière, prendre un peu de perspective. Est-ce que je suis capable? Parce que parfois, ce n'est pas possible. Parfois, les attaques sont littéralement dirigées sur la personne que tu es,
que tu peux considérer comme étant non légitimes. Et à ce moment-là, effectivement, c'est très difficile de rester neutre. Par contre, si la colère est dirigée par rapport à une situation et que tu es capable d'aller voir là le fond du problème et pas la forme qui s'exprime, à ce moment-là, tu peux effectivement ne pas tomber dans ce travers. Et ça, c'est sûr que c'est grâce à l'écoute active que je l'ai appris. Parce que l'écoute active a ce postulat de dire, tu peux écouter quelqu'un et être actif dans ton écoute, c'est-à-dire être totalement passif, à partir du moment où toi, tu n'as pas de problème vis-à-vis de ce qui est exprimé ou vis-à-vis de la personne. Et en fait, à force de pratiquer l'écoute active et de comprendre la capacité de pouvoir relativiser certaines choses qui sont dites en colère, mais tu finis par pouvoir même être capable de gérer certaines situations où tu as des gens qui sont face à toi en colère, mais de ne pas nécessairement rentrer dans le jeu. Et moi, ça, c'est le truc que je trouve le plus important parce que j'ai un principe par rapport à l'outil que moi j'ai développé sur la communication. Il y a 3 étages, c'est une pyramide à 3 étages. Le premier étage est le plus petit, c'est pour ça que je l'ai dessiné tout au-dessus, c'est la colère. Parce que je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais je dis qu'il faut la limiter autant que faire se peut. Et donc, voilà, ce sont toutes les choses que j'ai avec le temps pu apprendre et je me suis rendu compte il y a quelques années de cela, que parce que j'étais capable de rester calme, de me focaliser sur le fond et pas la forme, j'ai été capable de pouvoir gérer des situations avec une certaine relativité. J'ai aussi pu avoir le recul nécessaire que pour ne pas tomber dans le piège de me dire je suis en faute, je suis attaqué. Non, c'est qu'est-ce qui a été dit, quel est le problème sous-jacent de la colère, pourquoi cette personne a eu besoin de m'agresser. Ok, d'accord, j'ai compris, elle cherche quelque chose qui n'arrivera pas, peu importe, mais quel est le processus? Et quand on est capable de faire ça, on peut alors analyser le fond du problème pour trouver les solutions qui vont pouvoir vraiment éventuellement être apportées. Et aujourd'hui, c'est une vraie maîtrise, c'est une vraie force. Alors, je ne dis pas que je ne serai pas éventuellement désarçonnée par une agression ou une autre, ça peut encore arriver, mais en tout cas, je suis moins craintive par rapport à ça. Et si ça se met en place, j'ai un espèce de réflexe qui est souvent, c'est assez rigolo d'ailleurs, je me redresse comme si je me mettais en position de bouclier et je respire en me disant, maintenant ma poulette, tu te mets à écouter. Et en fait, voilà, ça, moi, ça m'a permis de pouvoir sortir de différentes situations. Ça me permet aussi de comprendre à quel point c'est inutile et ça me permet de complètement effacer ou en tout cas d'arrêter ce genre de situation parce que je considère qu'on doit s'extirper de cela le plus vite possible pour les éviter, laisser cette pression retomber et puis entrer en dialogue. Mais de nouveau, j'insiste, le dialogue n'est pas parfait ni possible à 100%. Il l'est à, je dirais, 85%. Mais il y a certaines personnes, effectivement, avec lesquelles c'est compliqué. Yes. Et j'entends bien, et j'étais en train de me poser une question pendant que je t'écoutais. Si tu as quelqu'un qui viendrait te dire, OK, Sophie, c'est bien beau tout ce que tu me racontes, j'entends bien, je comprends hein, que c'est important de se remettre en question et tout. Mais moi, par rapport à ma génération, c'est pas possible. Parce que tu vois, il y a peut-être des personnes qui ont grandi dans un environnement d'héritage en héritage. Il y a des schémas mentaux qui se font. Il y a aussi des héritages au niveau du comportement qui se fait. Et comment tu arrives, toi, à intégrer, j'ai envie de dire, à déranger un peu ce système-là qui est hérité de génération en génération? Eh bien, on va se calquer sur ce fameux growth et fixed mindset. Parce que c'est aussi simple que ça, en fait. Si je suis face à quelqu'un qui a mon âge, qui est plus âgé que moi éventuellement, et qui rentre en discussion par rapport à ça, et il y a une thématique, par exemple, qui a déjà engendré quelques discussions assez... c'est quand je questionne l'attitude des parents par rapport à leurs enfants qui sont devenus adultes, parce que pour moi, ça demande à chaque parent de vraiment changer de posture. Moi, j'ai dû vraiment faire tout un parcours d'apprentissage en me disant, OK, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des enfants adultes? Ils n'attendent plus de moi le même type de relation et je voulais créer une relation dans laquelle on puisse être en plénitude. Là, je sais que j'ai réussi parce que je viens de passer 3 semaines et demie en vivant chez une de mes filles. C'est un miracle, je trouve ça extraordinaire. Je l'ai remerciée 10 000 fois parce qu'elle était tellement cool
et ça s'est passé avec tellement d'aisance, tellement de tranquillité avec son compagnon. Et c'est vrai qu'on s'entend super bien avec eux, mais ça prouve qu'on a trouvé cet équilibre où le parent n'est pas imposant, où le parent n'est pas en train de dicter à l'autre parce que c'est son enfant ce qu'il doit faire. Il est chez lui, on est accueilli chez lui. Moi, je me mets dans la posture, je suis bienveillante. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Alors, j'ai fait tout ce que je pouvais pour essayer de l'aider, mais je ne vais pas lui dire ce qu'elle doit faire ni comment elle doit gérer sa vie. C'est un truc qui ne me vient plus à l'esprit. C'est pas que j'ai pas parfois une réflexion, mais ça ne veut pas dire que je l'exprime. Alors, quand je suis face à des gens qui arrivent et qui me disent, mais enfin, ça a toujours été comme ça. Oui, oui, je sais que ça a toujours été comme ça. Et je vais même te raconter un truc qui, pour moi, est aussi quelque chose de très utile. En 2013, j'ai assisté dans la région germanophone en Belgique à une présentation parce que les jeunes avaient reçu en fait une enveloppe financière pour pouvoir, pendant 4 ou 5 ans, faire des activités vraiment ciblées sur les jeunes. Et ils étaient super dynamiques, ils ont un gouvernement qui fonctionne super bien et un truc pour la jeunesse génial. Et ce jour-là, en fait, ils présentaient un film qu'ils avaient fait. Il y a 5 mouvements de jeunesse dans cette région. Et ils avaient interviewé des personnes qui avaient fait partie de ces 5 mouvements de jeunesse. Et ils avaient demandé à ces personnes adultes de leur expliquer ce que le fait d'avoir participé au mouvement de jeunesse leur avait apporté dans leur vie d'adulte. Et un jeune homme qui devait avoir, je crois, 24-25 ans, commence la présentation par un petit discours. Et il lit en allemand, parce qu'il fallait vraiment que je suive, c'était pas évident, il lit 2 phrases et il demande à tout le monde qui est-ce qui a dit ça. Et les phrases, je pourrais pas te les redire exactement, mais les phrases disent en gros, cette jeunesse est irrévérencieuse, elle n'a aucun respect pour la vieillesse, comment vont-ils faire pour gérer notre vie quand ils seront au pouvoir? C'est vraiment, tu vois, la posture du vieux qui critique les jeunes. Et quand je les entends, je me dis, ça doit être des vieux qui ont raconté ces trucs-là. Et en fait, oui, c'est des vieux, mais c'est des bien plus vieux qu'on ne le croit. Les 2 citations venaient d'un philosophe grec et Ah de ouais. Socrate. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis tombée des nues en entendant ça. Parce qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience qu'en fait, on est constamment dans des mécanismes qui se reproduisent depuis 5000 ans. Mais malgré tout, j'ai quand même encore décidé que je voulais les questionner parce que je reste convaincue qu'il ne faut pas s'arrêter à ces postulats. Donc, quand je suis face à quelqu'un qui les questionne, je peux apporter mon expérience, je peux apporter toutes les études que j'ai pu faire pour comment changer les choses. Moi, je l'ai fait. Moi, je suis arrivée à le faire. Et donc, je veux pouvoir partager ce que j'ai réussi. Parce que s'il y a des parents qui ont envie de se questionner, de se remettre en question et éventuellement de trouver des moyens pour changer les choses, il y a tout à fait moyen de le faire. Il n'y a pas besoin d'avoir un âge ou un autre. Ça n'a pas d'importance. C'est une question de volonté. Quand on décide qu'on veut questionner son attitude parce qu'on a l'impression qu'elle ne donne pas les résultats qu'on espère obtenir et qu'on finit par se dire, OK, est-ce que c'est l'autre qui ne se comporte pas convenablement ou peut-être est-ce que c'est moi qui fais quelque chose qui n'est pas tout à fait invitant l'autre? Et à partir du moment où on est capable de pouvoir faire cette analyse, se remettre en question, essayer quelque chose, se planter et puis réessayer autre chose et se rendre compte que ça fonctionne, ben, on peut changer ce qu'on veut quand on veut à tout moment. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas d'âge pour le faire. Alors oui, c'est clair que dès qu'on apprend tôt, ben, on pourra le mettre en place rapidement. Mais je pense que toute personne qui sent qu'elle a envie de changer quelque chose dans ses rapports et qui ne se suffit pas avec ce qui est en place parce que ça la frustre ou ça le rend sceptique, est libre de pouvoir le faire. Je pense que ça, c'est un postulat qui est clair. Il n'y a pas d'âge pour changer. Yes. S'il y a des parents, mais pas que des parents, hein. Si vous avez envie que Sophie vous accompagne vers cette thématique et vers cette sérénité, parce que tu nous parlais aussi de sérénité en quelque sorte et que tu arrives à rester sereine, tu nous disais. Donc, n'hésitez pas, de toute façon, il y aura tous les liens en description. Et par rapport à ça, j'aimerais te demander un petit peu ton avis. Qu'est-ce que tu imagines par rapport à l'éducation, la communication, la parentalité? Tu choisis ce que tu as envie de choisir. Mais genre, si tu avais des visions futuristes un petit peu de ce que ça donnerait, on est dans 10 ans, dans 20 ans,
Comment tu vois? Écoute, je pense que je ne suis peut-être pas l'avant-gardiste qui va changer la norme. Il y a certaines choses pour moi, en tout cas dans les relations humaines et dans l'éducation des enfants, qui est clair, c'est que le tout laisser faire, tout laisser accepter et l'enfant roi, chez moi, ça marche pas, je le dis tout de suite. Pour moi, un enfant a besoin d'une structure dans laquelle il peut bouger, tester, progresser, évoluer, mais la société n'est pas un endroit où on fait tout et n'importe quoi. Donc, de par la dynamique de société dans laquelle on évolue, laisser croire à l'enfant qu'il est le roi et qu'il peut faire absolument tout ce qu'il veut, c'est un truc qui n'a pas de sens. Parce que quand il arrive à l'âge adulte, il doit s'intégrer dans une société qui a des postulats, des limites et des obligations, et il y a un espèce de décalage qui se crée. Donc ça, c'est une chose importante. Maintenant, là où je veux essayer de peut-être disséminer un message, c'est celui que j'ai appris, moi, par Thomas Gordon, qui n'est pas juste une éducation, c'est vraiment, parce qu'il y a plein de livres qui ont été écrits, c'est dans les rapports personnels, dans les rapports professionnels, la manière de gérer les gens, c'est d'essayer de se questionner sur l'éducation qu'on a reçue, les réflexes qu'on a en fait acquis parce qu'on a copié les gens qui étaient dans notre entourage direct en tant qu'enfant, parce qu'on s'est assimilé à un groupe ou à un autre en étant adolescent et qu'on arrive à l'âge adulte avec tout plein de responsabilités qui vont nous tomber dessus. Et comment est-ce qu'on veut les gérer? Alors, personnellement, je veux simplement rester honnête. Et je suis brutale quand je suis honnête. C'est ce que les gens ressentent. Parce que dire les choses honnêtement, c'est pas courant. Donc, par exemple, je dis souvent, et ça dérange, que avant de faire des enfants dans un couple, soyez prêts, parce que c'est un grand perturbateur de couple. C'est pas du tout quelque chose. Tout le monde, oui, une suite logique parce que l'homme se reproduit, etc. Mais dans la vie actuelle qu'on mène, où chaque individu dans un couple a le droit d'avoir une carrière et a envie de pouvoir avoir aussi la possibilité de s'épanouir personnellement, arriver avec des enfants dans un couple, il faut trouver son équilibre. Alors, il y en a qui le font tout à fait naturellement, il y en a qui vont avoir plus de difficultés. Et c'est ça, c'est se rendre compte que chaque pas de vie, chaque évolution, chaque tranche de vie dans laquelle on passe demande qu'on se questionne sur la manière dont on est, sur la manière dont on se sent et comment on peut mettre en place les progrès. Alors, c'est sûr qu'en plus, on n'est pas tout seul, il faut le faire avec un partenaire, il faut le faire avec des collègues éventuellement, mais apprendre à pouvoir se rendre compte qu'ouvrir une communication dans la bienveillance, en étant efficace, et quand je parle d'efficacité, je parle de soyons honnêtes, osons dire ce que nous ressentons vraiment. Alors, il y a plein de méthodologies pour le faire. Il y a la méthode du message je, qui est aussi une méthode de la méthode Gordon. Moi, je pense que si on pouvait apprendre à disséminer ce message, cette méthodologie, cette approche, cette capacité d'apprendre les gens pour les écouter vraiment au lieu d'essayer de les diriger en répondant à chaque fois, c'est aussi aider les gens à pouvoir ouvrir une manière d'être en relation qui soit beaucoup plus accueillante. Et je suis persuadée que plus on est ouvert et accueillant, et plus on peut ouvrir un dialogue qui va être bénéfique pour tout le monde. Parce que tout le monde se sentira apte à pouvoir participer à ce dialogue, reconnu lorsqu'il y participe. Et c'est vrai que c'est un processus que moi j'ai vécu de façon difficile, parce que il y a encore des gens qui, quand ils te décrivent qui je suis, te diront elle n'arrête pas de parler. Or, c'est faux, c'est totalement faux. Mon mari pourrait te dire que je ne parle pas beaucoup. Mais en fait, le principe, c'est oui, pendant tout un temps, j'ai été extraordinairement volubile. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de reconnaissance, parce que je ne comprenais pas pourquoi j'avais l'impression que tout le monde était dans des groupes et que tout le monde faisait partie de groupes de copains, etc. Et que moi, j'arrivais jamais à y aller. En fait, c'était pas parce que j'étais volubile ou quoi que ce soit, c'est parce que j'étais super mal dans ma peau. Et en fait, je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce que je voulais vraiment. Et c'est vrai que en prenant confiance en moi et en trouvant une certaine paix, je n'ai plus en fait besoin de parler parce que cette paix, je la trouve à l'intérieur de moi et je suis en contact avec des gens qui savent vraiment ce que je peux leur apporter, comment je peux les aider. Je suis quelqu'un qui suis
extrêmement altruiste, j'adore aider les autres. Donc, c'est quelque chose que je fais avec plaisir naturellement. J'aime bien m'investir dans mon travail aussi, j'aime beaucoup travailler. Et donc, à partir du moment où je peux partager toute cette dynamique positive, bienveillante dans l'accueil et la construction ensemble, mais si je peux le transmettre autour de moi, je le ferai. Alors, dans le cadre de l'éducation, il y a un principe que j'aurai le loisir de pouvoir approfondir parce que le premier tome du livre, c'est la communication, mais le deuxième, ce sera la parentalité. Donc, ça, on en reparlera dans 1 an et demi. Mais en fait, c'est faire comprendre aux parents que le plus important, c'est que leurs enfants puissent avoir une voix au chapitre, qu'ils puissent être entendus, qu'ils puissent quelque part être responsabilisés dans leur dynamique familiale, dans les décisions qu'on prend, pour que l'enfant se rende compte que sa voix a aussi de l'importance, que quand il parle, on l'entend et qu'on l'écoute. Parce que quand un enfant est considéré comme trop petit pour être entendu, pour être écouté, et que donc son avis n'a jamais d'importance, ben ça fait un adolescent qui est frustré, voire qui est complexé, qui ne se trouve pas, parce que quelque part, on ne le laisse pas prendre sa place, ni au sein de la maison, ni au sein du groupe de copains, etc. Et je sais de quoi je parle, c'est ce que j'ai vécu. Donc, je me rends compte que cette méthode de Thomas Gordon, c'est vraiment ça, c'est apprendre aux parents à écouter leurs enfants, à leur donner une voix, à leur donner la possibilité de se responsabiliser simplement déjà dans la maison. Ça va donner confiance à l'enfant qui va se rendre compte qu'il est capable de participer activement dans ses interactions. Ça va peut-être l'aider aussi à prendre confiance en lui dans son parcours scolaire, de le rendre plus ouvert, plus curieux quelque part, et de peut-être traverser toute cette phase d'adolescence sans heurts, sans violence, parce que le parent sera aussi le moment où il faut qu'il se recule un peu, qu'il arrête de donner son avis surtout, qu'il arrête de diriger. Je regarde mes 2 filles, j'ai appliqué un principe dont je suis ultra contente, c'est que j'ai interdit à mon mari en plus de me mêler de leurs choix au niveau de leurs études. Alors, il y a eu effectivement parfois des hésitations, mais fondamentalement, elles savaient ce qu'elles voulaient faire de leur vie. Elles ont fait les études qu'elles voulaient faire. Et elles sont aujourd'hui des jeunes femmes actives qui choisissent leur voie, qui savent ce qu'elles veulent faire, qui vont dans la direction dans laquelle elles veulent aller. Et qu'est-ce qu'un parent heureux de voir son enfant épanoui dans la vie d'adulte qu'il choisit de mener. Donc voilà peut-être un bête exemple, mais un exemple qui va venir en opposition complète avec les milliers d'exemples que je critiquerai effectivement, alors certainement beaucoup, qui sont ces parents qui décident pour leurs enfants ce qu'ils doivent faire comme études. Et alors après ça, on rentre dans des conflits, les enfants abandonnent leurs études, ou bien ils se mettent à travailler et ils changent de vie complètement. Je veux dire, j'ai des tonnes d'exemples autour de moi. Et si seulement le parent pouvait se rendre compte qu'à un certain moment, ils ne peuvent pas continuer à croire que quand leurs enfants deviennent des adultes, ils peuvent diriger leur vie, eh bien, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de heurts, de difficultés, de conflits éventuellement. Maintenant, si je peux éveiller la conscience de certains parents et leur faire prendre conscience de ça, eh bien, je serais ravie de le faire. Mais je sais aussi qu'il existe des tas de parents qui n'ont pas eu besoin de quelqu'un comme moi pour le comprendre, qui instinctivement sont capables de savoir quoi faire. Et tant mieux pour les enfants qui ont la chance de grandir dans ces familles-là. Yes. C'est vrai, c'est vrai. Tu participes à ton niveau pour l'instant avec une première approche qui est le livre. Hein, si vous avez envie de découvrir les bases de la communication, après on fera polémique avec la parentalité parce que ça va être un gros sujet, je le sens. On revient dans une interview pour savoir ce qui s'est passé. Ça va être quelque chose. Mais en tout cas, les bases de la communication, donc tu parlais d'éveiller les consciences, de permettre que ce soit aux jeunes enfants ou alors aux jeunes adultes, parce que la vie n'est pas terminée. Hein. Après, il y en a qui pensent qu'à 18 ans, c'est bon, tu es libre comme l'air, vole petit oiseau. C'est pas exactement ce que tu es en train de nous dire, c'est que tout au long de notre vie et même après ce passage de jeune adulte, il y a quand même d'autres choses qui peuvent se mettre en place, soit être accompagné vers ce chemin-là et voir quelle position on peut adopter, quel rôle on peut jouer en tant que parent, en tant qu'ami, en tant qu'enfant. Enfin, il y a différentes sphères à l'intérieur hein, qui sont bien à repréciser parfois pour éviter le chaos et comme tu disais, qu'il n'y ait pas une identité qui se crée hein, au fur et à mesure. Et
toi, tu as choisi de contribuer vraiment à faire circuler ce message-là. Est-ce que tu peux nous redire le message que tu as envie de faire passer déjà avec ce premier livre que tu vas sortir très prochainement, hein, en auto-édition sur la communication et ensuite sur la parentalité? Alors, le livre sur la communication, il a en fait la raison pour laquelle je me suis lancée dans ce projet, parce que c'est un livre, mais c'est aussi des formations à la base. J'espère pouvoir relancer les masterminds bientôt pour pouvoir permettre aux gens de pouvoir échanger sur ces sujets. En fait, c'est littéralement à la base, à l'intention des personnes qui, comme moi, qui sont souvent des femmes, il faut le reconnaître, ont été quelque part ou sont encore aujourd'hui dans des situations où elles n'ont pas l'impression qu'étant devenues adultes, elles sont respectées pour l'adulte qu'elles sont devenues. Parce qu'elles sont continuellement brimées quelque part, elles n'arrivent pas à oser à s'exprimer, que ce soit lorsqu'elles participent à une réunion, que ce soit lorsqu'elles veulent échanger avec leurs propres parents ou leurs conjoints ou leurs amis. Et c'est vraiment les aider à comprendre que ce qu'elles doivent d'abord nourrir, c'est leur confiance en elles. Et pour pouvoir apprendre à avoir de la confiance en soi, ben en fait, je livre des outils parce que j'ai un outil qui est la pyramide de communication et toute l'explication qu'il y a autour, plus les outils de la méthode Gordon que je trouve vraiment très utiles, qui sont des outils qui permettent en fait de te donner l'assise dont tu as besoin. Et quand tu testes ces outils, quand tu apprends à les utiliser, quand tu prends conscience de tout ce que j'explique dans la communication, simplement déjà se rendre compte de est-ce que tu es capable d'identifier quand la communication est possible. Combien de personnes n'essayent pas de rentrer en communication à un moment donné quand elles sentent qu'elles en sont capables, mais qu'elles sont face à leur interlocuteur qui n'est lui absolument pas capable de pouvoir le faire. Déjà, simplement ça. Essayer de se rendre compte qu'on doit tenir compte de l'autre pour pouvoir rentrer en communication. À ce moment-là, quelque part, je permets à la personne d'avoir des outils de compréhension qui va lui permettre, comme ça a pu être le cas pour moi, de prendre confiance en elle. Ensuite, il y a aussi la possibilité de prendre le temps de vraiment se regarder, de se dire qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je cherche finalement? Pourquoi est-ce que je veux communiquer avec cette personne? Pourquoi c'est tellement important de le faire? Qu'est-ce que je cherche derrière ça? Et en fait, quand on prend conscience de certaines choses qu'on peut mettre en place ou pas, ou de questions qu'on doit se poser par rapport à ses propres réactions, par rapport à ses propres réflexes, et qu'on fait l'essai de changer ça et de mettre en place le nouveau mécanisme, le nouveau fonctionnement qu'on choisit de mettre en place, parce qu'on sait qu'il va éveiller cette communication, qui va ouvrir beaucoup plus l'espace de communication et qu'on voit les résultats se mettre en place parce qu'on est capable de gérer des situations difficiles, parce qu'on est capable de maintenir un dialogue malgré une situation que probablement quelque temps plus tôt on n'aurait pas réussi à gérer. Tous ces éléments, en fait, c'est ça que j'essaye de traduire dans mon livre. Alors, je le fais parce que je transmets des méthodes qui sont théoriques, parce que j'explique littéralement des situations, que ce soit l'identification de la colère, c'est quoi exactement la colère, que les gens comprennent bien, qu'ils puissent aussi se rendre compte de leur propre réaction. Qu'est-ce que c'est l'écoute active? Pourquoi l'utiliser? Qu'est-ce qu'elle apporte? Je viens de l'expliquer déjà de façon importante. Et puis, c'est quoi la communication? Et en fait, pour moi, la communication ne peut se faire que quand on est apte à pouvoir entendre l'autre dans sa réalité et que l'autre puisse nous entendre dans la nôtre. Et qu'est-ce que ça veut dire entendre l'autre dans sa réalité? C'est ne pas tout ramener à soi. Ne pas uniquement écouter l'autre à travers le prisme de sa propre vie et de sa propre expérience. De se rendre compte, et il y a un exercice tout simple à faire qui va permettre aux gens de comprendre, c'est de se dire, imagine une situation vécue par 5 personnes différentes. Tu prends les 5 personnes individuellement et tu leur demandes de te raconter l'expérience et elles vont toutes te raconter une histoire différente. Pourquoi? Parce que suivant leur vécu, elles vont mettre en emphase un élément ou un autre qui leur qui aura été plus percutant pour elles ou pour l'autre. Et en fait, quand on est apte à comprendre ça et qu'on peut alors arriver dans cette espèce de relativité, non, non, je dois l'écouter par rapport à sa réalité qui n'est pas la mienne. D'abord, on se rend compte qu'on ne peut pas toujours donner de réponse parce que la réalité de l'autre est parfois tellement différente de la nôtre qu'on n'a pas la réponse à sa problématique. On peut juste
l'accompagner, l'aider à réfléchir, voir comment la soutenir, pour qu'elle puisse, cette personne, éventuellement trouver une solution, accompagner le fait de trouver cette solution, peu importe, mais vraiment rentrer dans cette bienveillance, dans ce respect qui va vraiment ouvrir un dialogue différent. Et plus tu mesureras, plus tu seras capable de pouvoir comprendre ces espaces de dialogue, plus tu sauras quels sont ceux où ce n'est pas possible. Et sereinement, sans que tu ne le prennes mal, sans que ça ne soit violent, tu trouveras la posture à adopter pour chercher, pour aboutir vers ce que tu veux. Est-ce que tu veux couper le dialogue? Est-ce que tu veux maintenir le dialogue? Et ça va t'aider à trouver les moyens d'y parvenir. Pourquoi? Parce que je sais que j'y suis parvenue et je sais qu'il y a moyen d'y arriver. Alors oui, ça va demander de la remise en question, oui, ça va demander de peut-être questionner certains acquis, certains réflexes. Ce n'est pas un cheminement qui est simple et rapide, c'est un truc qui met du temps, mais c'est vraiment pour te donner cette capacité à un certain moment de pouvoir être suffisamment serein pour faire face, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Et pour moi, ça, c'est une force immense. Alors, je peux en témoigner, je peux aussi expliquer toutes ces histoires de toutes ces personnes que j'accompagne, que j'ai accompagnées et qui ont pu échanger avec moi. Et voilà, j'ai envie de continuer à pouvoir partager. Et comme le disait Dean Graziosi, mon principe ici, c'est quoi? C'est fournir des outils pour permettre à quelqu'un de ne pas devoir mettre 30 ans pour y arriver, mais de pouvoir peut-être y arriver un petit peu plus vite que moi. Yes, et merci d'avoir fait ce chemin-là pour nous, hein, pour nous donner. Avec grand plaisir. C'est vrai, on sous-estime ça. En tout cas, je trouve remarquable de vouloir transmettre aussi et partager ce que tu as pu apprendre en chemin, que ce soit des choses, des récompenses, ou alors que ce soit plus lourd parfois. Et tout à l'heure, tu parlais de s'adapter aussi. Donc là, ce que tu nous disais, c'est que tu proposes aussi des masterminds. Donc, ça va reprendre en tout cas les masterminds. Et il y a aussi des formations, parce que je me dis, dans le fait de s'adapter, il y a peut-être des personnes donc, qui écoutent, hein, qui comprennent et qui ont envie, qui sont peut-être pas encore disposées pour l'instant à vouloir être accompagnées en individuel avec toi en coaching ou en session privée. Mais ce que tu nous dis, c'est qu'il y a aussi déjà une première prise de conscience qui peut être faite à partir du livre qui sort dans un mois et demi, on va dire. Donc, il y a cette prise de conscience-là, si jamais ça nous permet déjà de se mettre un petit peu dans le bain au niveau de l'état d'esprit. Il y a aussi les formations, si on n'a pas envie de te parler tout de suite, en tout cas, parce que tu proposes quand même une session qui est offerte pour les personnes pour discuter et amorcer un premier dialogue, hein, comme tu disais. Mais il y a aussi ces formations qui sont directement accessibles et d'ailleurs, je mettrai, comme je vous ai dit, tout en description pour juste aller cliquer et découvrir les formations de Sophie. Et celles qui sont déjà prêtes et qui nous regardent, parce que je vois qu'il y a des personnes qui regardent depuis tout à l'heure. Si vous aimez l'approche de Sophie, les outils qu'elle peut vous transmettre, il y a encore plein d'outils, parce que là, on a juste donné quelques petites pistes d'idées, en tout cas, mais c'est beaucoup plus fourni dans les coulisses. Et d'ailleurs, Sophie peut vous guider à savoir quel outil est le plus approprié aussi. N'hésitez pas à la contacter soit par mail, soit message privé. En tout cas, tout sera en description. Et Sophie, je ne vais pas te retenir plus longtemps parce qu'on a déjà, on approche de l'heure ensemble, mine de rien. Et je sais que tu es une businesswoman très occupée, mais j'avais envie de te poser la question. Tu sais, c'est une question que j'aime bien poser à mes invités. Par rapport à la tonalité, déjà, qu'est-ce que ça t'évoque? C'est la question qu'on redoute un peu, celle-ci. Oh, attends, c'est la question à laquelle j'ai déjà réfléchi depuis des mois. Tu rigoles. Chaque fois que j'entends cette question, je me dis comment est-ce qu'on répond à ça? Écoute, voilà, tonalité, ça parle de son pour moi, d'abord et avant toute chose. Alors, pourquoi est-ce que ça parle de son? Parce qu'en plus, je suis auditive, donc je suis quelqu'un qui écoute, qui est vraiment très fort là-dedans, l'écoute est vraiment essentielle dans mon processus même de travail. Donc, quand j'ai pensé à tonalité, j'ai pensé aux notes de musique et j'ai pensé en fait au sol. Pourquoi? Et c'est assez facile en fait. C'est parce que, mais bon, ça tu ne le sais pas, il fallait quand même qu'il y ait un peu de mystère. C'est parce que pendant de très nombreuses années, je collectionnais les soleils. Maintenant, je reviens à tout ce que j'ai dit au début, la positivité. C'est quelque chose qui, en fait, est vraiment à l'intérieur de moi, c'est nécessaire. C'est quelque chose dont je vis, qui fait partie pleinement de moi. Et donc,
La positivité, je la représente par le soleil et voilà, je ne collectionne plus les soleils aujourd'hui, mais si tu regardes le nom que j'ai utilisé et que j'ai mis sur Instagram quand j'ai créé mon compte, c'est Sun Sophie. Donc, c'est pas pour rien, tu vois, c'est Sophie Sun ou je ne sais plus, mais il y a ce fameux soleil. Et pendant très longtemps, j'ai utilisé ce soleil quand je créais des identités pour me connecter sur des sites et des choses comme ça. Donc, le sol, c'est le soleil, c'est lié au soleil, c'est la note sol. C'est une très belle note quelque part dans les notes de musique. Et voilà la tonalité en définitive que je voulais pouvoir te partager. Donc, c'est le sol et le soleil. Waouh, inattendu parce que je n'étais pas au courant de cette histoire. Formidable, j'ai réussi à te surprendre. J'aime la surprise comme ça. Ah, magnifique. Ah ben, oui, très beau, très beau. Et je me demandais, mais je me suis longtemps demandé depuis en fait que j'ai vu ton nom sur Instagram, hein, Sophie SL Sun. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi ce truc au début? Je comprenais pas. S pour Stevens Lemaigre, parce J'ai que compris ça. j'ai adopté le nom de famille de mon mari pendant 20 ans. Je n'ai travaillé que sur ce nom-là. Et puis, quand j'ai travaillé en français, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué. J'ai d'abord travaillé uniquement en anglais. Lemaigre, en allemand et en anglais, essaye. C'est imprononçable. Stevens, c'est super facile. Donc, du coup, je m'appelle Sophie Stevens Lemaigre, Stevens Lemaigre. Ça, c'est beaucoup plus facile. Mais le Sun, c'était ça. C'est SL pour Stevens Lemaigre. Et puis Sun. Parce que comme ça, ben, il y avait personne qui avait ce handle-là pour Instagram. Et donc, parfois, tu vas le voir réapparaître. Donc, voilà. Yes. Donc maintenant, on va guetter les soleils, hein. Voilà. C'est une très belle histoire, hein. Et juste pour terminer, la dernière question, après, je te laisse, et je laisse nos téléspectateurs. J'aime bien les téléspectateurs. Et du coup, je me demandais, oser partager, parce que tu nous as dit que ça s'appelait comme ça, donc c'est le titre de tes futurs ouvrages, hein, celui qui sort à communication dans 1 mois et demi, et puis parentalité dans 1 an et demi, qui va faire beaucoup de secousses. J'ai hâte. Mais peut-être communication va avoir beaucoup de secousses Ah aussi. oui, alors on ne sait pas, on va voir. Et je me demandais si tu peux nous partager pourquoi tu as choisi ce titre-là, parce que ce n'est pas anodin, tu nous as parlé de vulnérabilité tout à l'heure, un très bon concept. Est-ce que Mais ça en fait, ça ou pas? donc, voilà, c'est dans le livre, au tout début du livre. Mais finalement, ce livre, il est parti de quoi? Il est parti d'une soirée que j'ai eue avec mes filles qui sont venues nous voir en Bulgarie au tout début où on s'est installé. Et un soir, on était toutes les trois à table. Wim n'est pas toujours, mon mari n'est pas toujours là au moment où on a nos longues conversations entre femmes. Et une de mes filles, je ne sais plus laquelle, a dit, tu vas continuer à aider les gens. Parce qu'elle savait ce que j'avais fait dans ces situations où j'aidais tout le monde. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, attends, je suis dans un pays, je ne connais pas la langue, je viens d'arriver, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce n'est pas exactement les prérogatives les plus simples, quoi. Et l'autre m'a dit, ah non, 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 maman, tu ne vas pas arrêter, tu as assez de connaissances comme ça, il faut que tu les partages. Et en fait, à ce moment-là, mon premier réflexe a été de me dire, ben, j'ai toujours eu envie d'écrire un livre, t'as qu'à le faire. Et puis, je me suis mise à écrire le livre, qui finalement est en fait 2 livres. C'est pour ça que j'ose parler du deuxième livre, parce que j'ai déjà la moitié du contenu. Mais surtout, j'ai dû à un certain moment, parce que je suis ultra organisée, j'ai dû créer ma société 2 mois plus tard en Bulgarie. Donc, ça aussi, c'était très important. Alors, je l'ai créé sur base de ce qui motive ma vie professionnelle. C'est le défi. En fait, je suis orientée défi, c'est ce qui m'amuse. Et donc, ma société s'appelle Challenge Again, donc défi à nouveau en français. Mais bon, je suis en Bulgarie, donc on le fait en anglais. Et j'ai aussi dû réfléchir à quel est le nom que je vais donner quelque part au concept que je veux mettre en place. Et qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce que j'adore faire à tous les niveaux? C'est partager. Alors, le oser partager, c'est oser partager ma vulnérabilité, certaines choses qui vont peut-être étonner des gens qui me connaissent déjà éventuellement, qui vont peut-être les surprendre parce qu'ils ne savent pas ça. Et à un certain moment, ben voilà, c'est oser être vulnérable et oser parler de soi et oser partager ses expériences, parce que je reste convaincue qu'il est plus enrichissant d'apprendre à travers une expérience qu'à travers une grande théorie. Donc, Voilà. oser partager. Tout est dit. On va conclure
comme ça parce que c'est magnifique. Sauf si tu as un dernier mot que tu souhaites dire à nos téléspectateurs. En tout cas, merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé parce que c'est extrêmement riche. Tu as été très synthétique dans la manière et c'est très vulgarisé aussi parce que parfois la communication, on en entend parler, mais on ne sait pas trop de quoi on parle. Là, j'ai trouvé que c'était très clair ce que tu nous as partagé et je serais ravie d'avoir les commentaires de nos téléspectateurs là-dessus. Et si ils ont des questions, n'hésitez pas en tout cas. Et merci beaucoup, Sophie, pour tout ça. J'ai été ravie d'être surprise par certaines choses aussi, parce que je n'avais pas tout entendu, hein, malgré que je sois un peu partout. Mais je ne savais pas tout et ça permet de remettre un petit peu au clair et tu as transmis aussi des premiers pas que toi tu as pu faire, parce que c'est bien, parce que tu incarnes ce que ça peut donner quand on fait ce type de chemin et de progression-là. Hein. Et tu nous as partagé donc des conseils que toi, tu as pu tirer des leçons sur ton chemin qui continue sa route jusqu'à présent et les premiers pas que tu as effectués aussi. Donc, ce n'est pas forcément des grandes choses parce qu'on s'attend parfois à avoir une clé miraculeuse ou je ne sais quoi. La première des choses, déjà, qu'est-ce que tu dirais d'ailleurs? Non, je ne vais pas faire ce job à ta place. Qu'est-ce que tu dirais? La première des choses, c'était quoi ton premier pas? Vraiment le tout premier pas qui a amorcé tout ce qui a suivi derrière. Tu dirais que c'est quoi, toi? La remise en question. Voilà. Parce que je pense que remettre en question, c'est à tous les niveaux. J'ai remis en question des acquis que j'avais, puisque instinctivement, je me suis dit, je veux maintenir cette communication ouverte. Ce qui signifiait, si je m'obsède avec ça, c'est que quelque chose, c'est que je ne l'ai pas vécu avant. C'est que du coup, je veux mettre un changement en place. Pour mettre un changement en place, il faut commencer par questionner ce qu'on a. Et il faut oser se remettre en question. Yes. Donc oui, pour moi, c'est une des clés de la progression. C'est oser se remettre en question, ne jamais se laisser dérouter par un échec et pouvoir continuer. Parce que c'est comme ça qu'on grandit en fait. Magnifique. Et on retrouve encore ce terme de oser, hein, ce verbe. D'ailleurs, quelle est ta définition? Je dis que c'est fini, mais c'est jamais fini. Non, tu es fort inspiré. Quelle est ta définition du verbe oser? Donc, on entend bien oser partager toute la réflexion qu'il y a derrière. Et oser, pour toi, ça signifie quoi? Dépasser les limites. C'est pour moi, oser partager, c'est dépasser mes limites. Oser, c'est dépasser mes limites. Ne pas m'arrêter au fait que j'ai peut-être peur, je suis peut-être craintive. C'est se dire non. C'est pas de complexe. C'est si tu veux vraiment partager, tu dois être honnête, tu dois être entière, tu dois dire ce que tu as vécu et il faut oser le faire. Il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas se mettre de barrière. Alors, ça doit se faire dans le respect, on est bien d'accord, on n'a pas besoin d'être violent ou méchant, mais il faut oser le faire. Donc ça, pour moi, c'est dépasser les limites. Magnifique. Donc, Sophie et moi, nous vous encourageons, je vais y arriver, à dépasser vos limites. Magnifique. Mais c'est vrai, on ne pose pas souvent la question et c'est important parce que tout à l'heure, tu parlais d'entendre l'autre dans sa réalité. C'est pour ça que je te demandais pour toi, c'est quoi oser? Parce qu'on pourrait demander à 5 personnes, un peu comme dans ton exercice, qui nous racontent une histoire différente et avoir une définition différente. Donc, merci beaucoup en tout cas, Sophie, pour ton temps, pour ton énergie. Merci à toi. Tes partages, parce que tu étais là pour ça, oser partager, c'est ça aussi. Donc, tu nous as raconté sans filtre, ce qui t'était arrivé et si vous arrivez maintenant et que vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'elle a traversé? Elle me parle de progression, de chemin. Et ben, tu remets au début la vidéo et Sophie va t'expliquer tout ce chemin qu'elle a parcouru et qu'elle continue de poursuivre. Merci beaucoup, Sophie. Merci à toi de m'avoir accueillie. C'était vraiment sympa à faire. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à échanger avec toi et continuer à te surprendre. Et merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très, très fière d'avoir pu participer à ton talk show Tonalité. Merci en tout cas. Merci à toi. Et nous, téléspectateurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la dernière interview avec Diane. Ça sera aussi en live sur Facebook, mais ça sera à 10h. Mais je vous remettrai ça de temps à autre. Eh bien, écoute, Sophie, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Écoute, on va continuer, que tout se passe bien, qu'on continue et qu'on arrive dans les temps, fin février, avec la publication du livre. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Il est temps maintenant. Il faut que ça sorte.
Donc, il arrive, les amis, dans un mois et demi, grand maximum, le premier livre de Sophie, donc c'est Communication, de la série. On peut appeler ça une série, une collection, comment tu appelles ça? Oser partager. Je sais pas, c'est toi qui dois définir ça. C'est toi qui m'as donné des idées de couverture, etc. Donc, C'est on va pas dire mal. qu'on va partager partie numéro un, communication. Voilà, on va dire ça et puis on trouvera une manière de l'annoncer. De toute façon, il y a 40 000 façons de l'annoncer. En voilà une. Donc, écoute, Sophie, je te souhaite une belle semaine en Bulgarie. Parce que oui, Sophie, dans Bulgarie, nous sommes internationales ici dans cette émission. Absolument. Et reviendra Sophie pour nous parler parce que j'ai noté ce concept de vulnérabilité et j'aimerais qu'on creuse un petit peu plus niveau communication au niveau des bases, ce qui amène à la parentalité, parce que tu nous as parlé de beaucoup de choses. En fait, moi, j'aime bien quand ça provoque des réactions. Donc, je n'ai pas fini avec toi, Sophie. Tu vas revenir soit dans tonalité, soit dans le talk show, soit dans autre chose, mais nous restons en contact. Avec grand plaisir. Eh bien, écoute, je m'arrête là, je ne parle plus, sinon je vais te reposer une question. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à très vite et à très vite à tous. Ciao. Ciao.